Alors, ce soir, le sujet, comme ça a été annoncé, c'est explorer l'immensité de l'esprit, perspective tantrique. Mais je ne vais pas parler rien que de la perspective tantrique, je vais parler de plusieurs choses. C'est sûr que d'un sujet aussi vaste, on va pas épuiser ça en 2 heures, c'est juste pour faire un survol. Et j'ai choisi 5 auteurs, ou 5 mystiques, ou 5 philosophes, vous employez le mot que vous voulez. J'ai été beaucoup inspiré dans ma vie et dans la compréhension de la spiritualité par un mystique indien qui s'appelle Osho. Enfin, ça, c'est son nom de religion que vous avez sûrement entendu parler. Son nom de naissance, c'est Mohan Chandra Rajneesh. Donc, il est né, mais il faudrait dire son avatara, c'est-à-dire sa descente dans le monde manifesté, est datée du 11 décembre 1931. Le nirvana se serait réalisé en lui, parce que ce serait absurde de dire qu'il a accompli le nirvana. Donc le nirvana se serait réalisé en lui le 21 mars 1953, alors qu'il avait 21 ans. Et son parinirvana, c'est-à-dire ce qu'on appellerait plus ordinairement sa mort, s'est passé le 19 janvier 1990, alors qu'il avait physiquement 58 ans. Donc à ce moment-là, plutôt que d'entrer immédiatement dans des considérations théoriques, je ne voudrais même pas qu'on considère ça comme des considérations théoriques, mais plutôt comme un survol de quelques notions de Adhyatma Vidya, qui est un mot sanskrit qui veut dire la science pour intégrer l'âme ou pour faire manifester la complétude de l'âme. Okay? Donc, c'est une véritable science. C'est pour ça, vous voyez au tableau un symbole qui ressemble un peu à un 3 avec toutes sortes de gribouillis. Comme en science, E égale MC2 donne véritablement l'équivalence de la masse et de l'énergie. Ce symbole-là est une manière très synthétique pour exprimer l'immensité de l'esprit, que j'aurai le plaisir de discuter tout à l'heure. Mais je voudrais quand même prendre 15 minutes pour lire le témoignage d'Osho de son propre éveil, d'accord? Parce qu'encore une fois, selon la science tantrique, qui divise le chemin de la spiritualité ou bien le parcours de la conscience en 7 étapes, et ce chiffre 7 est un chiffre qui est partagé par toutes les cultures. On dit le 7e ciel, par exemple, et je pense que c'est pas un hasard, c'est lié à la spiritualité ou tradition religieuse. Or, dans cette division traditionnelle en 7 étapes, le passage de 6 à 7, c'est-à-dire la pleine conscience, est un moment très précis. D'accord? Toutes les autres étapes sont des étapes progressives. Et pour ceux qui croient à la réincarnation, ça peut prendre plusieurs vies. Mais l'étape 6 à l'étape 7, c'est-à-dire l'étape finale, est un moment très précis dans la vie de cette personne et elle en est consciente. Donc, je vais lire son propre témoignage de ce qui s'est passé le 21 mars 1953 pour lui. Et ça s'est passé très précisément à minuit le 21 mars, puisque je vais vous le lire, vous allez comprendre. Tout à coup, autour de minuit, mes yeux se sont ouverts soudainement. Mais ce n'était pas moi qui les ai ouverts. Le sommeil a été brisé par quelque chose d'autre. J'ai senti une grande présence autour de moi dans la pièce. C'était une très petite pièce, mais je sentais une vie trépidante autour de moi, une grande vibration, presque comme un ouragan, une grande tempête de lumière et d'extase. J'étais noyé dans cela. Cela était si vrai, si incroyablement vrai, que tout le reste devenait irréel. Les murs de la pièce devenaient irréels. La maison devenait irréelle. Mon propre corps devenait irréel. Tout était irréel parce que maintenant, ici, pour la première fois, la réalité. Cette nuit, pour la première fois, j'ai compris réellement la signification du mot Maya. Et qu'on a déjà discuté, qu'on a déjà dit que la traduction par illusion est inadéquate, mais que Maya, ce serait mieux de dire que c'est une construction mentale. Donc, il était en contact avec, on va dire, le tout, mais sans l'intermédiation de la construction mentale, on va dire.
Non pas que je ne connaissais pas le mot avant, je le connaissais évidemment, mais je n'étais pas vraiment conscient de la véritable signification de ce mot. Et comme j'étais conscient, j'étais également conscient de la véritable signification, comme je ne l'ai jamais compris avant. Comment pouvez-vous comprendre sans expérience? Cette nuit, une autre réalité a ouvert ses portes, une autre dimension devenait possible. Soudainement, tout était là, l'autre réalité, la réalité autre, la réalité vraie, ou appelez-le comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la vérité, vous pouvez l'appeler Dharma, vous pouvez l'appeler Tao, ou vous ne l'appelez pas du tout, parce que ça n'a pas de nom. Et c'était là. C'était si transparent, mais en même temps si solide, qu'on pourrait presque le toucher. C'était suffocant pour moi dans cette pièce. C'était trop, et je n'étais pas encore capable de l'absorber. Une grande poussée était là, sous le ciel, avec les étoiles, avec les arbres, avec la terre, avec la nature. Et immédiatement, je sortais. Et le sentiment d'être suffoqué avait alors disparu. C'était une place trop petite pour un phénomène aussi immense. Même le ciel était une petite place pour ce phénomène immense. C'est plus grand que le ciel. Même le ciel n'est pas la limite pour cela. Mais quand même, je me sentais plus à l'aise à l'extérieur. Donc, je marchais vers le jardin le plus proche. C'était une promenade totalement nouvelle, comme si la gravitation avait disparu. Je marchais, ou je courais, ou je volais, simplement. C'était difficile à dire, à décider. Il n'y avait pas de gravitation. Je me sentais complètement sans poids, comme si une autre énergie m'avait soulevé. J'étais dans les mains d'une autre énergie. Pour la première fois, je n'étais pas seul. Pour la première fois, je n'étais plus un individu. Pour la première fois, la goutte est tombée dans l'océan. Maintenant, tout l'océan, c'est moi et je suis l'océan. Il n'y a plus de limitation. Un pouvoir immense, une puissance immense s'est levée, comme si je pouvais faire tout ce que je voudrais. Je n'étais pas là, seulement cette puissance était là. Je suis arrivé au jardin où je suis habitué d'y aller tous les jours. Au moment où je suis entré dans le jardin, tout était lumineux. Ça couvrait tout le jardin, la bénédiction. Je pouvais voir les arbres pour la première fois, le vert des arbres, la vie, la sève qui coule dans les arbres. Tout le jardin était silencieux. Les arbres étaient silencieux. Mais je peux voir tout le jardin vivant. Et même la plus petite herbe était si belle. Je regardais autour. Un arbre en particulier était particulièrement lumineux. Et cet arbre-là m'attirait à lui. Et j'allais vers lui. C'était difficile à dire pendant combien de temps j'étais dans cet état. Lorsque je suis revenu, l'horloge marquait 4 heures du matin. Alors j'imagine que j'étais là 3 heures, 3 heures et demie. Mais c'était l'éternité. Ça n'a rien à voir avec le temps mesuré, c'était l'éternité. Ces 3 heures étaient devenues l'éternité, une éternité sans fin. Il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus de passage du temps. C'était la réalité vierge, non corrompue, non mesurable. Et cette journée, quelque chose s'est passé et qui continue. Non pas comme une continuité chronologique, mais comme un événement qui se renouvelle sans cesse. Non pas comme une permanence, mais comme quelque chose qui se produit encore et encore et encore. C'est comme un miracle à chaque moment. Cette nuit, je suis devenu vide et je suis devenu plein. Je suis devenu non existentiel
et je suis devenu l'existence. Cette nuit, je suis mort, j'étais mort, et j'ai ressuscité. Mais celui qui est ressuscité n'a rien à voir avec celui qui est mort. C'est une discontinuité totale. Sur la surface, bien sûr, je continue à avoir le même air, le même corps, mais ce n'est pas la même personne. Celui qui est mort totalement. Rien de lui n'est resté. J'ai perdu ma biographie. Vous me demandez, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes devenu éveillé? J'ai ri à gorge déployée. La chose est tellement ridicule parce que nous sommes nés éveillés et d'essayer pour quelque chose qui est déjà là est la chose la plus absurde. Si vous l'avez, vous ne pouvez pas le réaliser. Vous pouvez seulement réaliser des choses que vous n'avez pas, qui n'est pas intrinsèque à vous. Mais l'éveil est votre nature même. Donc je vais arrêter ici son témoignage. Et je voulais commencer par ce témoignage-là parce que le reste de la présentation, je vais me lancer dans toutes sortes de discours un peu techniques, un peu scientifiques, parce que l'Adi Atma Vidya est une véritable science, et je pense que ça vaut la peine que je l'écrive. Ok, donc Adi Atma Vidya. Ok, donc Vidya, c'est science pour intégrer l'âme, okay? Donc pour faire manifester totalement l'âme, d'accord? J'ai choisi 5 personnes très précises, mais je vais commencer par, si vous voulez, les 2 Chinois, d'accord? Pourquoi? Parce que les 2 Chinois que j'ai choisis, c'est Confucius et Liu Yan, mais qui est mieux connu comme Liu Tongping, d'accord? C'est pour ceux qui connaissent la culture chinoise, c'est un des 8 immortels, qui, dans le livre d'histoire, on considère qu'il a vécu à la fin de la dynastie Tang, autour du 9e siècle. Liu Tongping a écrit un bouquin que je pense que je vais laisser Yuan Yuan prononcer les mots, mais que Osho a expliqué la technique taoïste dans un bouquin qui s'appelle Le secret des secrets pour ceux qui sont intéressés. Je vais commencer par Confucius parce que Confucius est une personne qui commence, pour ceux qui connaissent les Lunyu, c'est-à-dire les analectes, au chapitre 2, section 4, il avait décrit un peu les étapes de la vie spirituelle, en 7 étapes aussi, d'accord? Mais comme c'est un Chinois qui est habité par le bon sens, il a laissé tomber la première étape. Okay? La première étape étant très simple, c'est le développement corporel, jusqu'à la puberté. Parce que biologiquement, les êtres humains sont adultes autour de 15 ans, c'est-à-dire à la puberté, même si effectivement entre 15 et 20 ans, il y a quand même un certain développement physique, mais c'est plutôt, comment dirais-je, une fortification plutôt qu'une construction. D'accord? Donc, je pense que les Chinois sont ici, connaissent le passage, et même les noms chinois, puisqu'il y a beaucoup de noms chinois ici qui s'intéressent à la culture chinoise. Donc, il dit qu'à 15 ans, donc il commence à l'étape 2, okay, parce que l'étape 1, c'est le développement du corps. À 15 ans, je me suis mis à l'étude. D'accord? L'étape 3, à 30 ans, je me suis installé dans la vie. Okay? L'étape 4, 2, 3, 4. À 40 ans, je ne suis plus confus, dans le sens qu'il savait comment gérer les affaires du monde. Okay? Donc, il était une personne respectée dans la société où il était. Bon. Et à 50 ans, qui était l'étape 5, j'ai réalisé c'était quoi le devoir mon devoir envoyé par le ciel, okay? Ou le devoir envoyé par Dieu, ou par l'espace cosmique, vous employez la terminologie qui vous plaît selon votre tradition culturelle. Et l'étape 6, il va dire que je suis capable maintenant, en écoutant les gens, de distinguer les bonnes paroles versus les mauvaises paroles. Okay? C'est-à-dire que ça prend un niveau de conscience assez élevé, parce qu'en général, c'est vrai que on nous dit
toujours de s'abstenir de juger des autres. Je crois que c'est un bon conseil parce que notre jugement n'est pas si parfait que ça, qu'on pourrait juger mal les autres inutilement et nous nuire à nous-mêmes. Alors, effectivement, de dire ça, ça veut dire qu'il atteint un très haut niveau de conscience parce que d'être certain si la personne dit une bêtise ou quelque chose de valable, rien qu'en écoutant comme il faut, effectivement, indique un très haut niveau de conscience. Et finalement, à l'étape 7, il dit, lui, il ne dit pas l'étape 7 ni l'étape 6, mais il dit à 60 ans et 70 ans, je suis capable de faire ce que je veux et ce que je veux ne va pas contredire la loi universelle. D'accord? Ça veut dire qu'au fond, il est complètement en harmonie avec la loi universelle, avec la loi suprême, qui est une manière modeste de sa part de dire qu'il est éveillé. Donc, puisqu'il fait n'importe quoi selon ce qu'il veut, ça coïncide parfaitement avec l'univers. Donc, et Lu Tongping va parler du passage de 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6 et 6 à 7, je m'explique. Les étapes de développement sont divisées par 7, mais sauf que le passage de 1 à 2, ça veut dire quoi essentiellement? Ça veut dire le soin des parents, okay? C'est-à-dire que les parents qui prennent soin de nous physiquement et psychologiquement, et puis on grandit physiquement et psychologiquement. L'étape 2, c'est un peu ça aussi, dans le sens que l'étape 2, c'est les relations. Okay? À ce moment-là, et je vais parler plus en détail lorsque je vais parler de l'élément tantrique. Et 2 à 3, c'est l'éducation. D'accord? Parce que 3, si on emploie la terminologie indienne traditionnelle, c'est le Manipura Chakra, c'est-à-dire le rayonnement complet. Mais le rayonnement complet, c'est quoi? C'est-à-dire dans le monde animal, après le corps et puis la vitalité, il y a pour l'homme, le développement complet, c'est le développement complet de sa dimension intellectuelle. D'accord? Donc, on parle de méditation véritablement que lorsque 3 est relativement solide. D'accord? Donc, certains maîtres divisent le voyage de la méditation de 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 à 7. Okay? Donc, ça fait 3 à 4, donc 1 en chiffre romain, 4 à 5, 2 en chiffre romain, 5 à 6, 3 en chiffre romain, 6 à 7, 4 en chiffre romain. D'accord? Certains maîtres vont négliger ça complètement, vont dire que 3 à 4, ils ne considèrent pas vraiment que c'est de la méditation, on va compter à partir de 4 à 5. Bon, ça, on peut en discuter. D'accord? Et je veux simplement mentionner Lu Tongping parce qu'il a une manière très, très poétique de nommer le passage de 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 à 7. D'accord? De 3 à 4, il va dire, au 6e mois, il va neiger. D'accord? Au 6e mois, c'est le milieu de l'année. Et il va neiger, ça veut dire qu'il y a une qualité de fraîcheur, de calme. D'accord? Imaginez une scène où il neige, pas une grosse tempête, là, une chute de neige ordinaire. Donc à ce moment-là, le 3 à 4, c'est essentiellement une centration. D'accord? La personne commence à avoir un certain recul face à son mental. 4 à 5, Lu Tongping va dire, à la 3e veille, un rayonnement aveuglant. D'accord? Pour ceux qui connaissent un peu la culture chinoise, la 3e veille, c'est entre 11h le soir jusqu'à 1h du matin. Okay? La première veille commençant à 19h. Ça veut dire qu'en pleine nuit, un rayonnement aveuglant. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le passage de 4 à 5, dans la tradition occidentale, 4 s'appelle la psyché. D'accord? Et dans la tradition occidentale, 5 s'appelle l'âme. Donc, lorsque la psyché est complètement un miroir parfait qui permet d'avoir un recul face à nous-mêmes, face à notre mental, autrement dit, qui était l'étape 3, l'intellect, à ce moment-là, il y a un rayonnement aveuglant. Okay?
Donc, ça montre qu'à travers différentes... ce qui est formidable dans l'étude de la spiritualité, c'est qu'on voit que des pays qui n'ont aucun rapport, des cultures qui n'ont aucun rapport, sous des terminologies qui n'ont aucun rapport, si on comprend la réalité de ça, on voit que ce phénomène est un phénomène humain universel. Et le passage de 5 à 6, il va dire que vous êtes dans l'eau, et sur un bateau dans l'eau, et vous recevez le vent du gentil. D'accord? Ça veut dire que c'est le passage de 5 à 6, dans les maîtres enseignent que 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4 dépend beaucoup de nos parents et des gens qui nous entourent. D'accord? 3 à 4, c'est notre décision personnelle. 4 à 5, c'est aussi notre décision personnelle, mais il faut faire un effort. Et ça prend un certain temps. D'accord? Un effort, ça veut dire que vous choisissez une discipline spirituelle qui vous convient, vous pratiquez, etc. Pour ceux qui sont habitués avec la littérature spirituelle, vous avez déjà sûrement remarqué que dans des bouquins, comme Osho par exemple, dans son témoignage, vous comprenez que le mec était à 6 et puis il nous raconte sa nuit le 21 mars 1953, il a passé d'un coup sec de 6 à 7. Okay? Parce qu'effectivement, de 6 à 7, ça se passe comme ça. Okay? Il n'y a pas de mouvement progressif. Donc, effectivement, il a raison, c'est la chose la plus absurde du monde que d'essayer de parcourir un cheminement spirituel. Mais encore une fois, ça dépend pour qui. Okay? Pour le mec qui est à 5 ou à 6, oui, c'est quelque chose qui... C'est vrai. Okay? Mais tant que l'on n'a pas complété la psyché, il faut faire un effort. Donc, lorsque Lu Dongbing parle dans son vers poétique, le passage de 5 à 6, il dit « le vent du gentil sur l'eau », ça veut dire qu'effectivement, le passage de 5 à 6, c'est un passage qui est doux, qui est facile, qu'il faut laisser faire. Autrement dit, quand est-ce qu'il faut faire un effort et quand est-ce qu'il faut s'exercer, entre guillemets, parce que c'est très maladroitement exprimé, au lâcher-prise. D'accord? Et les maîtres ont essayé de donner une carte. OK? 1 à 2, 2 à 3, c'est-à-dire 1 à 2, 2 à 3 dépend beaucoup de nos parents. 3 à 4 dépend de nous-mêmes. 4 à 5 dépend de nous-mêmes aussi. Donc, l'effort. 5 à 6, OK? Là, l'effort va devenir contre-productif. Et 6 également, l'effort devient contre-productif, ça va lâcher prise. Mais la différence entre 5 et 6 et 6 et 7, c'est que 5 à 6, c'est progressif. Et encore une fois, pour ceux qui croient en la réincarnation, c'est plusieurs vies. Tandis que 6 à 7, c'est un seul moment. Okay? C'est-à-dire, dans le cas d'Osho, ça s'est passé à minuit, le 21 mars 1953. Bon. Pour d'autres maîtres, c'est sans doute d'autres dates. Malheureusement, je pense que pour le Bouddha Siddhartha Gautama, je ne sais pas si la tradition donne une date, un moment précis. C'est-à-dire, chronologiquement, peut-être que la date est discutée parmi les érudits, mais on sait que c'est un moment précis, puisqu'il était sous l'arbre de la Bodhi, et cet éveil s'est accompli lorsqu'il voyait l'étoile du matin, lorsqu'il levait la tête et qu'il voyait l'étoile du matin. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qui s'est passé pour Osho dans sa chambre. Okay? Donc, c'est un moment précis. Donc, je voulais simplement, et vous comprenez qu'après, comment dirais-je, j'ai à peine parlé 10 minutes sur Confucius et sur Liu Yen, et ça ne couvre pas tout ce que ces deux-là ont enseigné. Je voulais simplement donner un avant-goût. Et j'ai commencé par les deux Chinois, parce qu'on est dans le groupe de culture traditionnelle chinoise, tout simplement. Et les trois autres que je voulais parler, c'est Patanjali, Naropa et Kabir. Ok, Patanjali, c'est un Indien. Il y a plusieurs Patanjali, d'accord? Il y a un Patanjali qui est un grammairien. Le Patanjali qui nous intéresse, il aurait vécu probablement autour du 3e siècle avant Jésus-Christ, mais certains le mettent plus tard, mais peu importe, c'est quelqu'un qui a vécu il y a longtemps. Et il est connu pour avoir écrit le Yoga Sutra. Et j'ai voulu éviter de trop remplir le tableau et tout ça, parce que je reviens un peu à l'idée principale. Avant de parler de Patanjali,
je vais encore céder à ma manie de faire des dessins. Okay. Donc, le fameux symbole qui se prononce homme dit qu'au fond, nous, c'est-à-dire la conscience totale, qui est représentée par ce point, nous avons 3 couches d'énergie. D'accord? Ces 3 couches d'énergie, là, vous avez vu que j'ai envoyé une flèche vers A pour dire que A correspond aux étapes 1, 2, 3, 4. D'accord? U correspond à l'étape 5. M correspond à l'étape 6. Et le petit point ici que dans la tradition indienne, ils appellent Turiya, qui veut dire le 4e, correspond à 7. OK? Ben, pourquoi 4e? Parce que A, c'est le premier, U, c'est le 2e, et M, c'est le 3e, tout simplement. Donc, comme les Indiens ont un esprit bien scientifique, ils ont voulu éviter toute appellation qui peut faire penser de la religion, donc ils ont employé des chiffres simplement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Adi Atma Vidya, c'est une véritable science. Et Patanjali, lui, il emploie, c'est le seul pour qui j'ai voulu écrire beaucoup de choses parce que il a vraiment, pour ceux qui sont intéressés, Osho a également expliqué les Yoga Sutras de Patanjali en 10 volumes. Okay? Donc, si vous voulez véritablement vous initier au sanskrit, le sanskrit de la spiritualité, le sanskrit de la psychologie, parce que pour moi c'est de la psychologie, une haute psychologie qui nous amène plus loin. Okay? Moi, ce que je prétends, c'est que si vous avez bien fait, vous avez bien eu un beau parcours scolaire, ce qui a été construit, c'est le 3e, okay? C'est-à-dire la mentalisation. D'accord? Et vous pouvez mentaliser comme vous voulez. Là. Vous pouvez faire des études de physique, de chimie, mais vous allez avoir une couche numéro 3 extrêmement complexe et développée, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça ne mène pas au niveau suivant, si vous ne faites pas de méditation. D'accord? Par contre, 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, 6 à 7, c'est plus de la méditation. Donc, j'ai écrit de l'autre côté, mais je vais le remettre ici. Ici, donc, une image. Avec Patanjali, plus on monte les chiffres, plus... c'est sûr que l'expérience spirituelle, c'est une expérience globale. Mais sauf que Patanjali, comme il a procédé de manière plus scientifique, il a focusé plus sur l'aspect cognitif. D'accord? Et les mots sanskrits que je vais expliquer tout à l'heure vont évoquer véritablement des concepts cognitifs assez élaborés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un, c'est rupa, c'est-à-dire la forme, le corps. 2, peut-être que c'est pas très visible, mais je voulais l'écrire, c'est kutaka versus vitaka. Okay? Ça, c'est très intéressant. Parce que taka, c'est un mot sanskrit qui veut dire identification. D'accord? Une fois que le corps est en bonne santé, l'enfant va être en relation avec des gens. D'accord? Avec sa famille, avec des amis, avec ses profs et tout ça. Et au cours de cette interaction-là, il y aura des événements qui vont faire en sorte qu'il va avoir une identité valorisante, vitaka, une identité dévalorisante, kutaka. D'accord? Et pour ceux qui font la psychologie clinique ou la psychologie tout court, on sait très bien que souvent les gens qui ont des problèmes psychologiques, qui viennent consulter, et qui n'ont pas nécessairement une maladie biologique comme au sens des grandes maladies psychiatriques, mais plutôt des problèmes de l'ordre plus psychologique. La fameuse question, c'est de poser des questions sur son enfance, son adolescence, ses relations. Pourquoi? Parce que c'est au cours de ces événements-là que les gens ont introjecté
des identifications dévalorisantes, kutarka, ou des identifications valorisantes, vitarka. Et que souvent, une personnalité est soit plutôt douloureuse, soit plutôt joyeuse, dépendant que l'un ou l'autre pèse plus lourd, ok? Et on sait bien que c'est pas une mathématique, ok? S'il y a une grosse affaire qui est très positive, ça peut compenser plein de petites affaires ou de choses d'affaires moyennes qui sont moins bien, là. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer à ce sujet-là. Donc, ce qu'il dit, c'est que à travers ces liens relationnels, si ça va bien, la personne va développer ce qu'on appelle Vimarsh Ekagrata. Okay? Vimarsh, c'est la capacité de mentalisation. La mentalisation, c'est quoi? C'est la capacité d'avoir un minimum de recul, okay? de penser par soi-même sans nécessairement être mu par une identification valorisante ou dévalorisante. Okay? C'est ce qu'on appelle en psychologie clinique une autonomie. D'accord? Parce qu'encore une fois, autonomie, je dis ça toujours en blaguant, c'est pas d'avoir un job. L'autonomie, c'est autos nomos, c'est-à-dire avoir sa propre loi. Okay? Et non pas, encore une fois, ne pas respecter les lois extérieures, mais avoir sa propre loi quant à nos valeurs, quant à ce qu'on fait pas, etc. Okay? Donc, c'est ce passage-là, et souvent, encore une fois, comme je dis, 1 à 2, 2 à 3 dépend beaucoup des parents, parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va avoir une autonomie psychologique? C'est souvent des parents qui sont assez habiles pour confier à l'enfant des tâches qu'il sait qu'il va réussir. Okay? Et ça va renforcer sa confiance en lui. Et en ayant sa confiance en lui, il va pouvoir se donner la permission d'avoir son propre jugement sur les choses, même avec un recul. D'accord? Et d'ailleurs, le bon parent ressemble beaucoup au bon patron. Okay? Parce que, même si ça peut paraître un peu paternaliste, ce que je dis, mais c'est savoir donner à la personne une tâche qu'elle est capable de faire. Donc, à ce moment-là, ça va être bon pour la compagnie, mais ça va être bon pour elle aussi. Okay? Et Ekagrata, c'est la concentration. C'est être capable de mettre son focus mental sur une chose pendant X temps. D'accord? Donc, on voit que plus l'intellect est développé, plus la méditation est développée, plus le focus mental ou l'outil mental devient souple et malléable et capable d'être utilisé. D'accord? Et pourquoi j'aime bien Patanjali? Parce que Patanjali montre bien que la spiritualité n'est que le développement logique d'un processus mental qui s'est bien passé ou d'un processus existentiel total qui s'est bien passé. D'accord? Et je m'arrête ici parce que je veux introduire un truc. Peut-être que je vais le faire après. Ouais, peut-être, ouais. Ici, j'aimerais vous offrir... on va effacer les mots sanscrits parce que vous pouvez toujours les retrouver sur Internet si ça vous amuse. Mais j'aimerais vous offrir un petit acronyme en français que j'ai inventé pour que vous puissiez vous en rappeler plus facilement. Donc, je ne sais pas si on en efface. Okay. Je suis moi. Okay. Donc, ça, c'est une manière facile de se rappeler les 7 étapes. D'accord? Alors, vous voyez que je pars avec 6, 5, et ça, c'est un acronyme. Le moi, ici, je vais vous dire que ça correspond à quoi. Je ne vais pas l'écrire parce que ça va faire surcharger pour rien. Le 7, c'est... Le 7, si vous voyez mon dessin ici qui est comme un soleil, le 7, c'est véritablement le rayonnement autour, c'est-à-dire c'est l'intégration du tout. D'accord? D'accord? Et à partir de ce champ d'énergie infini, il y a une personnalité qui émerge. Okay? Et l'énergie du 6, c'est le jeu. Ensuite, 5, c'est suis et moi. Le 4e qui correspond à la psyché, le M, c'est la méta-représentation. Okay? J'ai employé un mot un peu fancy, mais honnêtement, je n'ai pas trouvé d'autres qui correspondent vraiment à ça, et d'autant plus ça correspond au M du moi, donc ça tombe bien. C'est une méta-représentation en psychologie, ça veut dire que non seulement on représente des choses dans notre esprit, mais on est capable d'avoir un recul face à cette représentation. Okay? Donc au fond, ça correspond véritablement à l'étape de la psyché.
C'est-à-dire que la psyché, c'est le début de l'âme. C'est-à-dire que la personne est capable d'avoir un recul face à ses propres productions mentales, face à ses propres objets mentaux. D'accord? Donc, méta-représentation, je pense que je vais prendre l'effort peut-être de l'écrire un peu. Donc, juste pour dire, le A est ici. Donc, méta-représentation. Ensuite, le O, c'est objet mobilisateur. Okay? Objet mobilisateur, qu'est-ce que je veux dire par là? On avait dit que 3 correspondait à vie, marche et cagrateur, c'est-à-dire le niveau de développement intellectuel où la personne est capable d'avoir des décisions, de décider ce qu'elle veut, etc. D'accord? Or, souvent, cette capacité de se mobiliser correspond à des désirs qui sont clairs. D'accord? Par exemple, à ce niveau-là, là, ce que je vais expliquer sur la lecture tantrique, c'est la rencontre du yin et du yang. D'accord? Lorsqu'un mec rencontre la fille qu'il veut, en général, il va se grouiller pour faire ce qu'il faut pour avoir la fille. D'accord? Ça peut paraître un exemple un peu trivial, mais c'est pas un exemple trivial parce que c'est un objet mobilisateur. Ok? C'est-à-dire, c'est objet de manière très respectueuse, d'accord? Parce qu'en psychologie, on parle de relation d'objet, ok? Qui n'a aucun sous-entendu dévalorisant pour l'autre personne, d'accord? Ou ça peut être des études, ça peut être un projet de vie, etc. Et I, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est identification valorisante ou dévalorisante. Et S, c'est schéma sensori-moteur. Donc, c'est le niveau du corps, ok? C'est-à-dire, c'est des choses qui sont liées à la biologie, d'accord? Donc, si vous ne voulez pas vous souvenir des mots sanscrits, si jamais vous n'avez pas l'occasion ou vous n'avez pas envie de vous taper les 10 bouquins de Osho sur le Yoga Sutra de Patanjali, vous pouvez vous en souvenir, je suis moi, donc ça vous donne un peu les étapes du développement de la conscience. Okay? La 7e étape, qui est le dernier, ben, il n'y a rien évidemment, puisque c'est la conscience totale, non manifestée, manifestée. Donc, ceci nous amène effectivement à Naropa et au Tantra, puisque, encore une fois, le titre de la réunion, c'est quand même perspective tantrique. Et tout ce que je viens de dire là, c'est tantrique. Mais sauf qu'avec Kabir, on va y aller plus précisément dans qu'est-ce qu'on veut dire par la perspective tantrique au sens étroit du terme. Okay? Parce que chaque fois qu'on parle de développement de la conscience, on parle de tantrisme. Parce qu'encore une fois, tantra, c'est 2 mots sanscrits. D'accord? Tan, ça veut dire une expansion. Et tra, ça veut dire conscience. Okay? Donc, ça veut dire expansion de la conscience. Et sur le même schéma que mantra. Hein? Donc, mantra, c'est man, ça veut dire protéger. Et tra, conscience. Donc, lorsqu'on répète une formule, c'est pour protéger la conscience. Donc, Naropa, je vais commencer par lui parce que, même si c'est un auteur immense que vous aurez profit à lire sur lui si ça vous tente, je veux simplement, je l'ai mentionné un peu pour le mettre en parallèle avec Luc Tongping, d'accord? Donc, Luc Tongping, j'ai parlé des étapes sous forme poétique et ça me fait oublier que j'ai oublié le vers j'ai parlé du vers de 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6, mais j'ai oublié le vers de 6 à 7. Et le vers de 6 à 7, il est très court, il dit simplement « vagabondant dans les champs célestes, 3 points de suspension ». Ça veut dire que le mec est vraiment propulsé au 7e siècle, si j'ose dire. Donc, Naropa, ben, il a des vers aussi, mais c'est pas vraiment des vers, ok? Parce que 3 à 4, il va parler de karma mudra, ok? Donc, c'est ces 2 mots sanscrits. Karma, c'est-à-dire l'action, et mudra, c'est le saut, le geste, ça dépend comment vous le traduisez. Donc, c'est l'étape d'un effort, ok? Du comportement, ok? Donc, karma mudra. 3 à 4. 4 à 5, c'est Jnana Mudra, c'est-à-dire c'est l'étape où on focus plus sur le développement de la conscience, sur la méditation et tout ça. 5 à 6, c'est Samaya Mudra, c'est-à-dire c'est le geste d'éternité,
ou c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, si vous en souvenez, Lou Tongping disait que de 5 à 6, on reçoit le vent du gentil, d'accord? C'est-à-dire que où c'est plus de lâcher prise. Okay? Donc, en fin de compte, j'ai parlé rapidement de Naropa, ainsi qui correspondait un peu à l'Uyen dans ses divisions dans le passage des étapes 3 à 4, 4 à 5, 5 à 6 et 6 à 7. Maintenant, j'aimerais parler de la perspective tantrique au sens étroit, parce que comme je l'ai dit, chaque fois qu'on parle de tantra, on parle d'expansion de la conscience. Donc, n'importe quelle tradition qui veille ou qui va faire la promotion pour le développement de la conscience, c'est du tantrisme au sens élargi du terme. Mais au sens étroit du terme, le tantrisme présente chaque étape traditionnellement divisée en 7, encore une fois, comme étant une union sexuelle, d'accord, sans qu'il y ait véritablement l'acte sexuel en tant que tel. Donc, si jamais vous avez la curiosité de lire l'explication d'Osho sous le titre en anglais de The Book of Secrets, qui traduit le bouquin sanskrit Vijnana Bhairava Tantra, qui veut dire expansion de la conscience pour aller au-delà de la perception égocentrée. Sur les 112 méthodes de méditation proposées, il y a, je crois, que 4 méthodes qui impliquent l'acte sexuel. D'accord? Je crois que c'est les méthodes 41, 42, 43, 44, je ne m'en souviens pas précisément, mais c'est dans ces eaux-là. Et encore là, on propose aux deux partenaires tantriques de s'enlacer, mais de ne pas aller au bout de l'acte sexuel. Donc, les éjaculateurs précoces s'abstenir. Mais sinon, ils ont les autres méthodes. Ceci étant dit, je reviens donc à l'idée principale du tantrisme au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il présente chacune des 7 étapes comme étant une union sexuelle, sans nécessairement leur sexuelle encore une fois. Donc, d'abord, définissons c'est quoi un orgasme. D'accord? Un orgasme, dans le sens le plus biologique du terme, le plus psychobiologique du terme, parce que l'acte sexuel, c'est quand même un acte psychobiologique. On éprouve 3 phénomènes qui sont les suivants. D'accord? D'abord, parce qu'on a... J'ai choisi les mots que j'ai choisis, mais à la limite, on peut employer d'autres mots. On peut dire qu'il y a 3 phénomènes dans un orgasme. Il y a d'abord un phénomène qu'on appelle la plénitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir dans ce moment intense. Ensuite, il y a l'éternité, c'est-à-dire qu'on ne sent pas le temps qui s'écoule. Okay? Non pas qu'il n'y a pas de temps, mais le sentiment du temps chronologique est supprimé. D'accord? Comme dans toute expérience intense, c'est-à-dire ou de plaisir ou d'intérêt. On dit souvent qu'en bonne compagnie, on ne voit pas le temps passer. Et la dernière dimension d'un orgasme, au point de vue psychologique, existentiel, c'est la totalité. Qu'est-ce que ça veut dire la totalité? C'est qu'on est complètement présent à ce moment-là. D'accord? Parce que souvent, même dans les trucs qu'on aime beaucoup, il y a toujours un petit morceau de notre conscience qui est ailleurs. Okay? Je dirais que si jamais on est présent à 90% dans quelque chose, probablement que les autres vont nous trouver bien passionnés et bien présents à la chose. D'accord? Tandis qu'ici, on parle vraiment d'une totalité à 100%. Donc, encore une fois, un orgasme, c'est plénitude, éternité et totalité. Or, la méthode, enfin, la perspective tantrique au sens étroit du terme nous dit la vie, l'existence nous offre 7 modalités de jouissance. Okay? Ces modalités de jouissance sont toutes égales entre elles, dans le sens que lorsqu'on est en orgasme à 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ou 7, c'est pareil. On a plénitude, éternité, égalité. Mais sauf que à 7, c'est pour toujours. À 1, c'est pas vraiment pour toujours, je m'explique. Donc, au niveau 1, qui correspond au Muladhara Chakra, ou Annamaya Kosh, c'est-à-dire la dimension de la nourriture, okay? Parce que Anna en sanskrit veut dire nourriture. On a l'union de la matière et de la matière.
D'accord? C'est-à-dire que lorsqu'on mange un bon gâteau, ben, on a un orgasme, okay, qui dure plénitude, éternité, totalité. Mais qui dure le temps qu'on mange le gâteau. Ou à la limite, si c'est un excellent gâteau, peut-être 5 minutes après. Donc, mais c'est une union. Okay? C'est-à-dire chaque fois qu'il y a plénitude, égalité, éternité et totalité. On va dire orgasme pour simplifier. 2, eh bien, ça correspond à la politique. Pardon, 1, ça correspond aussi à la sexualité, mais sans amitié, sans amour. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un plaisir qui est dû à l'acte copulatoire, mais s'il n'y a pas d'amitié, s'il n'y a pas de relation, c'est niveau 1. C'est matière en union avec la matière. On viendra au niveau 3 où il y a l'amitié et des relations. 2, donc 1, c'est le niveau de l'absorption matérielle. D'accord? Grossièrement, ça correspond à la nourriture, à la copulation. Lorsque j'emploie le mot copulation, il n'y a strictement aucun jugement moral dans ça. C'est simplement pour dire c'est l'acte sexuel sans une relation affective. Au niveau de 2, c'est le niveau de la politique. D'accord? C'est-à-dire, c'est l'union entre 2 niveaux de vitalité ou 2 niveaux de puissance ou 2 niveaux de pouvoir ou 2 niveaux d'affrontement, si on veut. Là. Par exemple, lorsqu'un politicien est adoré par ses partisans, on voit qu'il est rayonnant, on voit qu'il est tout heureux. Donc, c'est un orgasme. D'accord? C'est un orgasme entre le petit politicien victorieux qui reçoit l'adoration de ses partisans. Et c'est aussi une forme d'orgasme de la part de ses partisans qui a la chance de trouver un chef auquel il s'identifie et qui défend leurs intérêts. Donc, peut-être l'exemple est maladroit, mais si vous avez déjà vu des films historiques où on voit Hitler parler, on voit bien qu'il est exalté, qu'il exulte, sa figure est transfigurée, il regarde vers le ciel et on voit ses partisans complètement en délire. Donc c'est un orgasme entre le chef et la foule de ses partisans au niveau de la politique. Donc ça c'est le niveau 2. Okay, on va dire 1 c'est la matière en union avec la matière, 2 c'est la vitalité. J'ai choisi ce mot-là, ça peut être un autre, mais j'aime bien ce mot-là, la vitalité et la vitalité. D'accord? Par exemple, lorsque 2 personnes se rencontrent et que vous savez bien que dans la vie, dans les relations, c'est jamais parfaitement égal. D'accord? Mais lorsque les 2 sont pas à peu près égales, mais il y a un des 2 qui exerce une influence ou bien, je me permets le mot, une domination, ben c'est également ce genre de vitalité en union avec vitalité. Et lorsque c'est accepté de la part de celui qui est en position subalterne, ben, il y a orgasme de part et d'autre, un peu comme dans l'exemple du chef politique qui est adoré par la foule de ses partisans qu'il aime bien, véritablement. Parce qu'il correspond à ce qu'il pense comme chef et parce qu'il défend leur intérêt, par exemple. Niveau 3, c'est la rencontre du yin et du yang. D'accord? C'est-à-dire, c'est le niveau des amoureux. Okay? C'est-à-dire qu'il y a effectivement copulation, mais il y a aussi une relation affective. C'est pour ça que c'est à 2 niveaux au-dessus de 1. Et c'est évidemment, là, il y a l'orgasme au sens où tout le monde comprend. Et puis, il y a aussi la relation romantique, qui est une autre forme d'orgasme, mais au niveau psychologique. Okay? Où il y a plénitude, éternité, totalité. Okay? Lorsqu'on est avec son amoureux ou son amoureuse, le temps, on ne le perçoit plus. Hein? C'est quelque chose que tout le monde connaît et comprend. Donc, 3, c'est le niveau des amoureux. Encore une fois, ça dure plus longtemps que le niveau de la copulation ou bien de l'absorption de nourriture, ça dure plus longtemps que le niveau du pouvoir. D'accord? Parce que dans tout, on sait bien que dans tout parti politique, il y a toujours des chicanes, des magouilles, des complots, donc c'est très rare que l'union orgasmique du chef et de sa base dure longtemps. Je vais rester discret et ne pas nommer de nom de parti politique. Mais on sait qu'il y a un certain parti politique où les chefs sont secoués régulièrement. Je vais nommer personne. Donc, et le niveau du 4, c'est le niveau de ce que les maîtres tantriques appellent les mots peuvent paraître un peu brutaux, mais je vais les employer. Okay?
c'est l'animal qui rencontre le divin. D'accord? Donc là, il y a une union aussi, il y a un orgasme aussi. Lorsqu'on dit l'animal, il n'y a rien de péjoratif dans ça. Okay? C'est-à-dire, c'est l'être biologique qui s'est pleinement développé au niveau corporel, au niveau de la vitalité, au niveau des capacités intellectuelles. Bon, c'est sûr que si on est un crocodile, le crocodile a des capacités intellectuelles. Okay? Il a une représentation du monde, il a une manière de se déplacer dans son environnement, qui est son intellect à lui. Et nous, les êtres humains, c'est sûr que parce que nous sommes dotés d'un langage articulé, et que nous sommes capables de concepts et tout ça, notre intellect est un peu plus vaste que l'intellect du crocodile. Mais que ce soit l'animal crocodilien ou l'animal humain, 3 à 4, c'est l'animal qui rencontre le divin. Okay? Si vous préférez un autre mot que divin, on peut dire la conscience. Et souvent, à ce niveau-là, c'est représenté souvent par l'art, la littérature, la peinture, des expériences de méditation, des expériences d'entraide. Donc, c'est des choses qui vont au-delà des intérêts biologiques, sociologiques, politiques ou de construction de la famille. Okay? Parce que construction de la famille, c'est 3. Okay? C'est yin qui rencontre yang. Donc, c'est là que où la personne, c'est là que je parle de méta-représentation, okay, 4. Okay, parce que dans je suis moi, ou c'est objet mobilisateur, c'est 3. Hein, on veut construire une famille, on veut avoir une carrière, on veut avoir un poste politique. Donc ça, c'est tous des objectifs, des objets mobilisateurs. D'accord? Et 4, méta-représentation, là, on a un recul. Okay? C'est-à-dire, oui, on a fait ces choses-là, en partie ou en tout, mais on a un recul face à ce système de valeurs. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dénigrer ça, okay? Ce qui a été fait est correct, mais la personne qui est rendue au niveau de la psyché à 4, c'est l'animal qui rencontre la conscience, qui rencontre le divin. Donc, il y a une méta-représentation, il y a un recul, il y a une mise en perspective. Et dans ça, il y a un orgasme. Okay? C'est-à-dire, les gens qui, pour la première fois, sont éblouis par une œuvre d'art, par une ligne mélodique, par une symphonie, par un concerto, par la lecture d'un traité de philosophie, par l'explication par Osho, des Yoga Sutras, en 10 volumes, ou du livre des secrets. Bon, il y a un orgasme, c'est-à-dire une plénitude, une éternité, une totalité. Hein? Le Vijnana Bhairava Tantra, je pense qu'il a mis 150 pages, un machin comme ça. Je me souviens de l'avoir dévoré, je n'ai pas vu le temps qui passe, d'accord? Parce que il y avait un orgasme à ce niveau-là, qui dure plus longtemps que l'orgasme au niveau 3, au niveau 2, au niveau 1, toujours. Mais qui ne dure pas pour l'éternité, encore une fois. L'orgasme qui dure pour l'éternité, c'est 7. Donc, et le niveau 5, c'est le maître tantrique disent que c'est l'intérieur, donc encore une fois 4, c'est l'animal qui rencontre le divin, ou une autre manière de le dire, c'est le bas qui rencontre le haut, ou une autre manière de le dire, c'est l'inférieur qui rencontre le supérieur sans qu'il y ait aucun jugement moral, ou de dénigrement, ou dévalorisation. C'est une réalité de fait. Donc, ensuite 5, c'est l'intérieur qui rencontre l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, et lorsque je parle d'autonomie de la pensée ou du jugement à 3, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Okay? C'est une autonomie partielle. Okay? C'est vraiment à 5 qu'on devient intégré, qu'on a une autonomie véritable dans nos pensées, dans nos décisions, parce que l'intérieur n'est plus dépendant de l'extérieur. Okay? Je m'explique par un exemple qui peut paraître banal, mais je pense que c'est pas si banal que ça parce que c'est bien ancré dans la vie de tous les jours. Souvent, on dépend beaucoup de notre environnement, d'accord? On va se sentir mieux s'il fait soleil, par exemple. On va se sentir mieux si on est dans une belle maison bien décorée, par exemple. On va se sentir mieux si on a de beaux vêtements sur nous, par exemple, d'accord? C'est tout à fait normal. À 5, par contre, l'extérieur n'influence plus l'intérieur, c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. D'accord?
C'est-à-dire que, un peu comme, puisqu'on est dans un groupe de culture chinoise, Confucius avait son disciple préféré, Yan Hui, où Confucius était complètement admiratif devant lui. Il dit, oh mon Dieu, Yan Hui qui est toujours en harmonie, même s'il avait des vêtements complètement minables, et puis il habite dans une ruelle complète, dans un trou à rats, comme on dirait au Québec, d'accord? Donc, c'est ça, OK, 5. C'est-à-dire que son intérieur est rayonnant, donc il peut avoir des vêtements vraiment minables et habiter dans un trou à rats. Ça n'affecte pas son équilibre mental et ça n'affecte pas son humeur. Okay? C'est ça 5. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que 5 correspond à l'âme, okay? Si on emploie la terminologie occidentale. 4, c'est la psyché. Si vous êtes déjà, je ne sais pas si vous avez vu une peinture d'un peintre français du 19e siècle, Bouguereau, B-O-U-G-U-E-R-E-A-U, la psyché enlevée par l'âme. C'est ça, c'est une représentation picturale de cette étape de 4 à 5. D'accord? C'est-à-dire que la psyché, qui est une âme partielle, c'est-à-dire une âme en cheminement, qui est enlevée par l'amour. C'est pas par l'âme, mais l'amour, c'est l'âme. D'accord? La psyché enlevée par l'amour, eh bien, c'est lorsque, effectivement, cette psyché-là est complètement intégrée, d'accord? C'est-à-dire, est devenue complète. Parce qu'intégrée, ça vient du latin intangere, qui veut dire au complet. D'accord? Donc, c'est une représentation picturale d'une étape du cheminement spirituel, cette peinture-là. Comme beaucoup de peintures classiques, sont des représentations symboliques et picturales des étapes du développement de la conscience, que ce soit en Occident ou en Orient. Bon. Et à l'étape 6, évidemment, lorsque ça se passe, lorsque la psyché est enlevée par l'amour ou par l'âme, il y a orgasme, plénitude, éternité, totalité. Et à 6, c'est encore une autre union, mais on va dire c'est l'union de la gauche avec la droite, de l'anima avec l'animus. C'est-à-dire que à 3, c'est le yin et le yang à l'extérieur qui se rencontrent. À 6, c'est le masculin en nous qui rencontre notre féminin, ou le féminin qui rencontre notre masculin. D'accord? Et à ce moment-là, dans beaucoup de cultures de l'Antiquité, il y avait le mythe de l'hermaphrodite, et qui est aussi une condition médicale, parce qu'il y a des êtres humains qui ont à la fois des organes génitaux féminins et masculins, donc ça c'est vrai. Mais au niveau de la conscience, l'hermaphrodite, c'est aussi symbolisé par les êtres dont la masculinité est en relation complémentaire parfaite avec la féminité. D'accord? À ce moment-là, c'est le yin et le yang, mais intérieur et non pas extérieur. Et évidemment, ça donne aussi un orgasme. C'est-à-dire que pour parler en langage moderne, beaucoup de ces gens-là, que j'ai parlé, Naropa, Confucius, Patanjali, tout ça, j'ai voulu caricaturer un peu, j'ai voulu présenter Patanjali comme un pur logicien avec des étapes très claires, et j'ai voulu présenter Luyen et Naropa comme étant plus des poètes. Mais ces gens-là sont des gens dont la masculinité et la féminité sont parfaitement en harmonie. Ça veut dire qu'ils peuvent à la fois être logiciens, mathématiciens, c'est la dimension masculine, et ils peuvent à la fois être musiciens et poètes. D'accord? C'est-à-dire que les deux ne sont pas contradictoires. Il s'agit de deux dimensions différentes, c'est tout. En langage neurobiologique moderne, on va dire cerveau gauche, cerveau droit. D'accord? Mais je pense que le langage de l'Antiquité est peut-être plus poétique, masculin, féminin, anima, animus. Et 7, c'est quoi? 7, c'est que la personne dont la masculinité et la féminité est en harmonie, cette personne-là, elle est complète, eh bien, elle est totale, et la dernière rencontre, ou la dernière union, c'est l'union de cette personne avec la totalité de l'univers. D'accord? Et là, c'est le nirvana, et un peu comme Osho, que j'ai lu son témoignage, il a dit pour la première fois, la goutte tombe dans l'océan. D'accord? C'est-à-dire, et je pense que pour tous ceux qui s'intéressent à la littérature spirituelle, c'est une expression bien connue, la goutte qui tombe dans l'océan. La goutte qui est complète, ou si on veut, le microcosme,
qui rencontre le macrocosme, d'accord? Et je rappelle que cosmos, c'est un mot grec qui veut dire harmonie. Ça veut dire qu'une fois l'individu est en harmonie avec lui-même, ben, il va à la rencontre de l'harmonie totale, le cosmos. Et ça, c'est une manière, c'est la perspective tantrique au sens étroit du terme. Okay? Parce qu'encore une fois, à chaque fois qu'on parle de tantrisme, on parle de tantra, on parle d'expansion de la conscience, ou à la limite n'importe quelle tradition qui enseigne un développement de la conscience, ben, elle est tantrique. Mais le tantrique tel que... ce que moi j'ai dit de manière plus technique et plus organisée, Kabir, qui est au fond le mec que je n'ai pas mentionné, même si son nom est au tableau, mais je ne l'ai pas oublié, c'est un poète indien du 15e siècle, mystique, philosophe, etc., qui a dit ça avec des mots beaucoup plus poétiques, mais que j'ai présenté de manière un peu plus numérique et progressive, si vous voulez. Voilà. Et voilà. Et je finis un peu en disant, n'oubliez pas ce symbole, parce que ce symbole-là, qu'on a 3 couches d'énergie. Okay? Ces 3 couches d'énergie correspondent à homme, et qu'au fond, ça correspond aussi à 3 états de conscience. Un, c'est l'état d'éveil, comme par exemple, comme on est actuellement, d'accord? Mais c'est sous-entendu aussi. Ça veut dire c'est le niveau de conscience nécessaire pour rester conscient à l'état d'éveil. D'accord? U, ça symbolise, bon, en sanskrit, c'est Jagrat, Svapna et Sushupti, mais U, ça veut dire c'est l'état de rêve avec sommeil, de sommeil avec rêve. Mais c'est sous-entendu aussi. C'est le niveau de conscience nécessaire pour rester conscient pendant le sommeil avec rêve. D'accord? Donc, les personnes qui ont des expériences de rêve lucide, par exemple, qui sont dans un rêve, qui se rendent compte qu'ils sont en train de rêver, ben, ils ont le niveau de conscience suffisant pour être éveillés, être conscients pendant l'état de sommeil avec rêve. D'accord? Et M, Sushupti, c'est l'état de sommeil profond sans rêve. Et ça, j'aimerais vous rappeler que cet enseignement traditionnel date de milliers d'années. D'accord? Et que les études neurobiologiques et neuropsychologiques qui ont permis de distinguer les étapes du sommeil datent des années 60. D'accord? Donc, j'aime bien faire ces parallèles entre la tradition et les résultats scientifiques pour dire qu'il y a des choses qui ont été obtenues par une autre méthode, que les résultats ont été obtenus il y a bien longtemps et non pas en 1960. Donc, M, donc effectivement, correspond à l'état de sommeil profond sans rêve, mais également à la conscience nécessaire pour rester conscient pendant qu'on est dans l'état de sommeil sans rêve. Et la manière pour savoir si vous êtes dans cet état de conscience, c'est que vous savez quand est-ce que vous tombez endormi. D'accord? Parce que lorsque vous mettez au lit chaque nuit, ou chaque soir, bon, vous tournez un peu dans le lit, puis hop, vous vous endormez, d'accord? Mais vous ne savez pas quand exactement ça se produit, n'est-ce pas? Or, si vous êtes rendu à l'étape à 6, parce qu'elle correspond à 6, vous savez quand vous tombez endormi, parce que la conscience est restée intacte pendant que le corps s'assoupit. Okay? C'est pour ça que dans les traditions spirituelles, on dit que le yogi est toujours en sommeil. Okay? Ça veut dire qu'il est capable, c'est-à-dire sa conscience est toujours à un niveau d'intensité qui lui permet d'être conscient même lorsque le corps est en état de sommeil profond sans rêve. Voilà. Et le Turiya, c'est le 4e, c'est-à-dire ce rayonnement universel. Parce que je me permets un dernier commentaire d'ordre très technique, d'accord? Ce qui m'a fait m'intéresser énormément à la spiritualité, c'est que je trouve qu'il y a une explication qui est insuffisante dans la science moderne. Il est incontestable que la neurobiologie explique beaucoup de choses. Ça, je ne voudrais pas avoir l'air d'être anti-scientifique parce que ce n'est pas mon cas. Mais de dire que la conscience est le résultat d'interactions complexes entre les neurones, je trouve que c'est une explication un peu courte. Okay? C'est dire que, par exemple, que, je sais pas moi, que le sucre est sucré grâce à ses propriétés sucrées. Ça revient à ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'explication inverse, okay? Parce que
pour la science, la matière interagit, elle donne la vie parce qu'il y a des molécules d'ADN et puis des protéines spéciales, etc., qui permettent la réplication. La vie évolue sous différentes formes de plus en plus complexes jusqu'à aboutir à l'être humain qui paraît est le couronnement de la création, peut-être. Et que, comme disposons d'un cerveau qui est plus gros que la moyenne, ou du moins qui a plus de connexions synaptiques, parce que nous n'avons pas le plus gros cerveau sur Terre, parce que les baleines le savent, mais paraît-il qu'on a le plus de synapses et que les baleines aussi ne sont pas si mal dotées que ça. Cette complexité synaptique, le fait qu'il y a 10 exposants 11 neurones et qu'il y a 10 000 connexions par moyenne entre deux neurones, bon, etc. Cette complexité donnerait lieu à ce phénomène qu'on appelle la conscience et que les neurobiologistes considèrent que c'est un épiphénomène. D'accord? C'est ça que je trouve que l'explication est un peu courte. Okay? Parce que, bon, évidemment, je me sens d'humain taquine. C'est comme si vous donnez une machine de dactylographie à un singe, je vous garantis qu'il ne va jamais taper Songe d'une nuit d'été, ou bien Hamlet, ou bien Othello. D'accord? Ou qui ne va jamais rédiger le Lundu de Confucius. Ça, je vous le garantis. Vous pouvez lui donner Word Perfect, la dernière version. Je vous garantis que rien de ça va se passer. Et je trouve que c'est un argument de ce genre. Donc, moi, je préfère l'explication inverse. C'est-à-dire qu'il y a un rayonnement d'énergie, conscience infinie, qui correspond à 7, et qui se particularise selon un enseignement ésotérique qui n'est pas de mon objectif d'élaborer ce soir, mais que vous pouvez vous référer à différentes traditions indiennes, tibétaines, chinoises, qui l'expliquent dans ces étapes. Mais à mon avis, la science et je vais employer le terme technique, et l'Adhyatma Vidya, c'est pas incompatible. Okay? Mais je pense que la science peut mener jusqu'à 5, et 5 à 6, 6 à 7, ça fait partie de l'Adhyatma Vidya. Ça, c'est mon opinion. Naturellement, la réponse n'est pas finale, parce que et la science et l'Adhyatma Vidya sont toujours en cheminement. Voilà, et ça met fin à mon petit exposé de ce soir. Merci. Correct, ok. Parce que on a Rupa, Vedana, Samkhya, Samskara, Vijnana. Ok, je mets ensemble parce que ça c'est la conscience est emprisonnée par les samskaras. Ok. Or, dans l'enseignement tantrique, on va employer le terme d'énergie, mais sagesse c'est correct. Pourquoi? Parce que les Chinois vont considérer l'élément fondamental. Ce que je veux dire par là, c'est que le Vijnana, okay, qui est la forme du plan énergétique de 1, s'il est transfiguré, okay, correspond à la sagesse qui réalise tout. Okay? Donc, derrière chaque élément d'agrégat se trouve une énergie de niveau supérieur si elle est travaillée. Et ça correspond à la sagesse qui réalise tout, par exemple. Ça correspond à la sagesse miroir. Ça correspond à la sagesse équanime. Donc, les maîtres chinois ont préféré utiliser le terme de l'énergie qui a déjà été transformée. Parce que l'énergie de Vijnana, qui est la conscience égocentrée, lorsqu'elle est transformée, ça s'appelle la sagesse omnisciente. Okay? Et cette sagesse omnisciente, bah, c'est la même énergie, mais qui est transfigurée. Donc, c'est une autre manière de dire la même chose.